Allez, comme chaque vendredi, c'est l'heure de la revue de presse. On fait le tour de l'actualité des infos vues par les confrères. Et c'est Agathe Petit qui s'occupe de cela. Bonjour Agathe. Bonjour Charles, on commence cette revue de presse avec l'hebdo de Sèvres-et-Maine. Bien sûr, le journal consacre sa une au métier de vigneron. Les vendanges qui ont commencé mercredi dernier dans le Muscadet servent donc de prétexte au journal pour dresser un constat. Celui-ci, il y a de moins en moins d'installations de jeunes viticulteurs en Muscadet. Alors faut-il s'inquiéter? En tout cas, le renouvellement des générations suit une courbe dangereuse, nous explique Hervé Pavageau, le rédacteur en chef de l'hebdo et auteur de cette enquête. On compte en moyenne 6 installations par an. C'est 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Pour autant, la difficulté du renouvellement n'est pas nouvelle dans le vignoble nantais. Le problème est identifié depuis déjà une dizaine d'années, mais l'érosion s'accentue. Le pays nantais compte 500 exploitations professionnelles. Elles étaient 800 au début des années 2000. Alors pour voir les repreneurs revenir, il n'y a qu'une seule perspective, la reconquête par la valorisation et la rentabilité économique. Et des profils qui changent, Agathe, ce ne sont plus forcément des fils ou des filles de vignerons, mais a priori de plus en plus de reconversions professionnelles. Exactement, et cet exemple parmi tant d'autres au domaine de l'écu au Landreau, qui est une référence, on peut le dire, en Muscadet, où Guy Bossard a vendu en 2010 son domaine à Frédéric Niger Van Herk, un ancien homme d'affaires passionné de Muscadet. On reste dans la nature, mais la nature urbaine cette fois-ci. Le magazine nanto-parisien Terra Eco a déniché dans la Cité des Ducs une graffeuse pas comme les autres. Elle s'appelle Frédéric Soulard, c'est son nom, et elle peint les noms des plantes de son quartier, le quartier de Chantenay, sur le bitume. Objectif, mettre les gens en relation avec les plantes autour d'eux. On écoute Thibaut Shepman, c'est le rédacteur en chef adjoint de Terra Eco, et c'est lui qui a rencontré l'artiste. Alors là, c'est typiquement une initiative qui vient un peu d'en bas, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas du tout institutionnel. C'est une personne, en fait, qui a vu des tags apparaître sur les trottoirs de son quartier, des tags avec donc des noms de plantes sauvages, qui a pris la photo, qui l'a postée sur Facebook, et de là, il y a eu des partages dans tous les sens, dans toute la France. Et donc moi, tout bêtement, sur Facebook, je me suis rendu compte que j'ai plusieurs amis qui étaient pas du tout de Nantes, qui partageaient cet article en trouvant que l'initiative c'était super. Et en fait, la personne qui avait pris la photo demandait à tout le monde est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir, qui peut prendre ces photos. Et là, comme ça, de fil en aiguille, là, avec les partages, il y a quelqu'un qui a fini par répondre et par dire bah oui, je connais, c'est une artiste nantaise et c'est elle qui fait ça depuis quelques temps. Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé dans cette démarche? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la personne, Frédéric Soulard? C'est une personne qui n'est pas botaniste, même si elle connaît bien le sujet. C'est plutôt une artiste et une amoureuse des mots. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'idée, c'est que en fait, elle nous fait voir, en écrivant sur les trottoirs, elle nous fait voir quelque chose qu'on voit pas forcément. C'est les plantes sauvages qui sont sur nos trottoirs. On peut avoir l'impression que c'est toujours les mêmes ou qu'elles sont là toute l'année, qu'elles bougent pas. Alors qu'en fait, il y en a plein, des sortes de formes et de couleurs très différentes. Et puis, si on y prête un peu plus attention, on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'année, elles évoluent, elles changent, elles se déplacent. Donc, non seulement c'est assez beau à regarder, mais en plus c'est intéressant. On comprend un peu mieux le fonctionnement des plantes, donc ça nous apprend tout un tas de choses. Et vous diriez que c'est un art éphémère ou plutôt qui évolue dans le temps? Ça va peut-être s'effacer, les plantes vont peut-être être arrachées un jour, alors comment ça se passe? Ça serait dommage, on peut. Il y a même des municipalités qui mettent des pesticides pour les supprimer. Je pense que ce qui est pas éphémère du tout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de la biodiversité dans la ville grâce à ces plantes, grâce à cette initiative. Et il y a même un réseau national qui invite les gens à prendre en photo les plantes des rues. Ça s'appelle Sauvage de ma rue. Et en fait, c'est un travail de sciences collaboratives qui, donc en fait, avec les photos des différents participants, on arrive à reconstituer une carte dans plusieurs villes de France, une carte de la biodiversité urbaine. Et on peut même, du coup, analyser, essayer de comprendre pourquoi il y a plus de plantes à tel endroit, un peu moins ici, comment évoluent les plantes. Et on se rend compte qu'en fait, quand on laisse, par exemple, des bosquets ou des arbres sur les trottoirs, ça permet d'accueillir des plantes sauvages et ça fait en fait des sortes de relais pour les plantes entre les parcs ou entre les zones de véritable nature, on va dire. Donc on se rend compte que c'est indispensable en fait d'avoir ces bosquets ou même ces plantes sauvages. Est-ce qu'il y a des noms de plantes qui vous ont marqué plus particulièrement? J'aurais du mal à en distinguer un, mais c'est vrai que c'est intéressant de connaître les noms, ce qu'on appelle les noms vernaculaires.
qui sont pas des noms scientifiques, mais qui sont les petits surnoms souvent fictifs qui sont donnés par les gens. Et puis en étudiant le nom, on apprend à connaître mieux la plante et ça nous donne quelques détails sur son fonctionnement. Ah oui, il parlait aux plantes, voilà, c'est bon pour elles, alors pourquoi ne pas leur donner un nom, effectivement, Agathe. Charles, on sait très bien que tu ne t'intéresses qu'aux belles plantes. Assurément. Allez, on se dirige du côté de Châteaubriand, à Béret exactement, où a lieu ce week-end la foire de Béret, un événement relativement peu connu et pourtant c'est la 965e édition. Alors 2014 moins 965, eh bien ça nous donne 1049. La première foire de Béret s'est déroulée en l'an 1049, c'est-à-dire sous le règne de ce monsieur-là que je vais vous montrer, c'est-à-dire d'Henri Ier. C'est l'un des premiers, je sais pas si on le voit bien à la caméra, si, Charles. très bien. Voilà, il est beau, hein. C'est l'un des premiers capétiens, c'est-à-dire les héritiers du Capet, pour la petite interlude historique. Alors l'éclaireur de Châteaubriand ne pouvait évidemment pas passer à côté de cet événement qui sera articulé cette année autour de l'industrie. Il s'agira de valoriser le tissu industriel castelbriantais avec des mises en situation concrètes articulées autour des traditionnels piliers de la foire, c'est-à-dire l'espace commercial, l'espace marché, l'espace équestre, l'espace élevage et bien sûr la fête foraine. Ronan Houssin nous a fait un petit reportage là-dessus. On l'écoute. Événement incontournable au mois de septembre dans le pays de Châteaubriand, la 965e foire de Béret vous attend de vendredi à lundi. Classée foire de France depuis quelques années, la foire de Béret vous propose cette année un exporama avec comme thème lumière sur l'industrie. Venez arpenter 10 hectares du parc des expositions de Châteaubriand et découvrez son espace commercial avec des vendeurs de tout genre, son espace marché avec ses traditionnels camelots et ne manquez pas l'espace élevage avec de nombreux concours tout au long du week-end. Voilà, et c'est la première fois que la foire de Béret est interactive et pour allécher le public, eh bien le comité a mis le paquet, on peut le dire. Seront exposés entre autres une voiture microjoule, c'est un véhicule qui détient le record du monde de la plus faible consommation de carburant. Meca Atlantique exposera également des pièces de l'Airbus A380 ainsi que des pièces destinées à équiper les Rafales, car le journal le rappelle, de nombreuses TPE et PME du pays castelbriantais sont des sous-traitants en fait de gros donneurs d'ordre dans le domaine notamment de l'aérospatiale. Donc ça veut dire que si on a chez soi un Rafale à faire réparer, on a des pièces détachées. Tu peux l'amener avec ta remorque. On se dirige en Vendée, moche et pas toujours légal. Voilà un titre qui interpelle. Ce titre, on le doit au journal du Pays Lyonnais qui s'est intéressé cette semaine à ce que l'on appelle la pollution visuelle à l'entrée de la Roche-sur-Yon. La préfecture de Vendée est bardée d'encarts publicitaires à tel point que certains font fi désormais des réglementations. Alors qui outrepasse les règles? Que risque-t-il exactement? Les réponses sont dans le journal du Pays Lyonnais en kiosque depuis hier. Allez, quoi de neuf du côté du littoral, Agathe? Eh bien, une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs et propriétaires de bars situés sur la plage publique entre La Baule et Pornichet. Ces établissements vont devoir fermer l'hiver. C'est ce que nous apprend l'écho de la presqu'île. Alors, le préfet Henri-Michel Comet, nommé il y a quelques mois à Nantes, a décidé de faire appliquer le décret du 26 mai 2006. Ce n'est donc pas tout à fait nouveau, qui stipule que sur le domaine public maritime, les établissements doivent dépendre d'un concessionnaire de plage pour exercer leur activité. Tous les autres devront fermer au 12 novembre prochain précisément. Alors en fait, l'État a décidé de se pencher à nouveau sur ce dossier et décidé de faire donc appliquer la loi après la tempête de l'hiver dernier qui avait causé de gros dégâts matériels, dégâts que ces restaurateurs, même s'ils étaient finalement dans l'illégalité, sont parvenus avec l'aide des municipalités à faire passer ça en catastrophe naturelle. Les communes concernées s'entendent donc sur un point. L'obligation de fermeture pourrait nuire évidemment à l'attractivité de la baie. Pornichet a donc décidé de gérer la concession en direct. La Baule de la confier à un concessionnaire privé. Quelle que soit la formule, les élus ont 2 ans pour faire appliquer ce décret, conclut le journal. Le temps peut-être pour certains de négocier une dérogation, pourquoi pas. Exactement. Un mot rapidement de la une du courrier du Pays de Ré. L'hebdomadaire s'est penché sur le patrimoine des habitants du Pays de Ré et propose un classement des communes les plus aisées. Alors si c'est à
Saint-Jean-de-Boiseau que les foyers les plus aisés ont gagné le plus en 2011. C'est néanmoins Pornic qui continue à concentrer la plus forte proportion de ménages fortunés dans le pays de Ré. En bas de tableau, on trouve Le Pèlerin et Saint-Marc-de-Coutais. Pas de grande surprise donc de ce côté-là. Ce que l'on apprend en revanche, c'est que le nombre de foyers modestes, c'est-à-dire avec moins de 12 000 euros de revenus par an, a diminué. Une statistique que l'on retrouve selon l'administration fiscale sur l'ensemble de la Loire-Atlantique où ce sont près de 24 000 ménages qui ont migré sur des tranches plus élevées. Allez, on va faire un petit tour en Mayenne pour terminer. La Mayenne ou l'affaire Thomas Thévenoud. Alors vous savez, le député ex-membre du Parti Socialiste qui ne paye ni ses impôts, ni son loyer. Ni son kiné aussi. Ni son kiné, c'est vrai, c'était l'info d'hier. Ouais. Pour cause de phobie administrative. Alors cette affaire a fait réagir Philippe Henry, le maire UDI de Château-Gontier, vice-président du Conseil général de Mayenne. L'élu ne mâche pas ses mots. Il propose un contrôle fiscal des ministres et parlementaires en plus de la déclaration sur l'honneur. J'ai donc écrit au Premier ministre suite à l'accumulation, on va dire, des différentes affaires. Aujourd'hui, c'est le dossier Thévenoud et j'ai commencé mon courrier en disant c'en est trop. Je pense que les élus que nous sommes engagés dans la vie publique ne peuvent plus supporter aujourd'hui qu'on puisse salir et qu'on puisse éclabousser l'engagement public et qu'on puisse aujourd'hui porter aussi peu d'intérêt à la parole publique. Sincèrement, aller faire un micro-trottoir, demander aux gens ce que les gens pensent des politiques, d'une façon générale, la réponse, elle est terrible. Je pense que la vie politique a besoin aujourd'hui d'une véritable opération de transparence. Certains qui font la loi pensent peut-être aussi être au-dessus de la loi et que la loi ne concerne que les petits citoyens et pas forcément l'ensemble de la population. Donc il y a un premier point par rapport à cela qui est de dire on doit tous être égaux par rapport à la loi. On a besoin effectivement de montrer que on a des parlementaires aussi qui sont honnêtes. Il y en a un grand nombre qui le sont. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire la lumière sur ces quelques brebis galeuses qui doivent quitter rapidement la vie politique. Je serais d'ailleurs un peu plus exigeant, considérant que des gens comme ça devraient aujourd'hui être inéligibles à vie. Voilà des propos recueillis hier par Romain Leduc, journaliste à l'autre radio en Mayenne. L'intégralité de cette interview est à retrouver sur leur site internet www.l'autreradio.fr.